Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à InfoTémis, entrevue avec Sophie Gelette pour les Passe-Partout, entrevue avec le directeur des fermes boréales Pierre Rivard et reportage sur les pirates contre les Spartans. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à InfoTémis. Une autre période d'inscription est présentement active pour les enfants. Il s'agit des Passe-Partout et des groupes maternels 4 et 5 ans. La Passe-Partout est un service gratuit offert aux parents et à leurs enfants, offert par la commission scolaire en vue de favoriser la réussite des enfants. Le programme comporte 8 rencontres parents-enfants et 8 rencontres enfants tout seuls. Une façon pour les familles d'apprendre à communiquer harmonieusement avec l'enfant, à l'intégrer au milieu scolaire facilement et à lui transmettre l'école comme une valeur positive. Nous avons eu en studio Sophie Gelette, conseillère pédagogique en éducation préscolaire, pour nous en parler davantage et nous donner les détails et les informations sur la période d'inscription. Voici l'entrevue. Donc, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Sophie Gelette, conseillère pédagogique en éducation préscolaire, avec qui est venue nous parler de la Passe-Partout et de la maternelle 4 ans et de la maternelle 5 ans. Donc, on est en pleine période d'inscription en ce moment pour les 3 groupes. Donc, on voulait prendre le temps de te rencontrer aujourd'hui pour expliquer un peu c'est quoi la Passe-Partout, pour ceux qui l'ignorent, et dans le fond, donner aussi toutes les informations d'un coup et les détails pour les inscriptions. Donc, avant de se lancer dans l'information générale, nous aimerions savoir un peu plus qui est Sophie Gelette. Moi, c'est ça. Je suis conseillère pédagogique au préscolaire. Dans le fond, c'est moi qui s'occupe de la coordination du programme Passe-Partout, qui s'occupe de planifier les activités, de rechercher les informations, d'aller faire aussi des animations. Il y a quelqu'un d'autre aussi avec moi qui fait aussi des animations. Puis, je travaille aussi en collaboration avec les enseignants du préscolaire, qu'on monte des projets ensemble, des activités. Ensuite aussi, je vais souvent faire des formations à l'extérieur, puis après ça, je redonne des formations aux enseignants du préscolaire pour qu'il y ait les informations. Donc, ça ressemble pas mal à ça. OK. Donc, ton rôle principalement pour les inscriptions, vous êtes un peu celle qui reçoit les inscriptions pour la Passe-Partout? Sans dire que c'est moi qui... Bien oui, en quelque sorte, c'est moi qui peut les... Oui. Oui. Et dans le fond, qu'est-ce que c'est la Passe-Partout? C'est pas un niveau scolaire, c'est pas un service de garde non plus. En vos mots, en fait, c'est quoi? Passe-Partout, c'est un programme qui est gratuit, puis ça s'adresse aux enfants de 4 ans et à leurs parents, okay? Parce qu'il y a vraiment un volet parent aussi à la Passe-Partout. Puis, dans le fond, la Passe-Partout, ça permet de faire une transition entre le milieu familial, le milieu scolaire. Puis ça se fait vraiment de façon progressive et positive. Le but, c'est vraiment que les enfants viennent à l'école tout au long de l'année un petit peu. Puis on essaie de leur donner vraiment le goût de venir à l'école. C'est vraiment ma mission à moi. Ouais. Ça facilite la transition. Exactement, le fait qu'ils ont envie, puis ils ont vu l'environnement avant de venir à l'école. Donc, il y a à peu près combien de rencontres dans la Passe-Partout? Il y a 16 rencontres au total. Il y a 8 rencontres par enfant, puis il y a 8 rencontres enfants. C'est ça. Puis les rencontres parents-enfants, ça se déroule le jour ou le soir. Puis les rencontres enfants, ça, c'est toujours de jour parce qu'on veut les habituer à l'horaire de l'école. Donc, les rencontres avec les parents, ça, c'est pour vraiment un peu retirer l'anxiété qu'un enfant peut avoir. Son parent est avec lui, ça lui permet d'avoir un certain confort. Oui, en quelque sorte, on l'amène tranquillement à venir à l'école. Donc, il y a des activités, il y a des rencontres parents-enfants.
Ces rencontres-là, ça permet vraiment à l'enfant de s'habituer tranquillement à venir à l'école avec son parent. Puis à ce moment-là, on fait des activités parents-enfants la première heure. Puis la deuxième heure, c'est un temps où on discute entre parents sur différents sujets, sur la discipline, l'éveil à la lecture, l'écriture, toutes des choses que les parents vivent dans leur quotidien avec leur enfant de 4 ans pour mieux les préparer là, à leur entrée à l'école. Puis pendant ce temps-là, les enfants, eux, ils font des activités. C'est vraiment ça pour les rencontres parents-enfants. Ça dure combien de temps? Est-ce que c'est une journée complète, une rencontre parents-enfants? Non, c'est vraiment juste 2 heures. Okay. Là, les parents viennent à l'école avec leur enfant. On essaie de faire souvent des activités originales que les parents ne pourraient pas faire à la maison avec leur enfant. Là. Des activités de groupe agréables. Ouais. Puis, que font les enfants lors d'une rencontre juste enfants? Pour les rencontres, les 8 rencontres enfants, là, c'est complètement différent. Les enfants viennent tout seuls à l'école, ils prennent l'autobus le matin, là, sont tous contents, ils descendent de l'autobus, le gros sourire. Et ensuite, ils découvrent leur cours d'école, ils découvrent leur école, hein, leur environnement. C'est là qu'ils apprennent à mettre les feuilles dans le duotang, ils apprennent la routine de classe, à découvrir leurs amis, parce que ça va être les mêmes amis qu'ils vont retrouver l'année suivante. On va également visiter les classes de la maternelle plusieurs fois. Donc, ça fait en sorte qu'ils apprennent à connaître leurs futurs professeurs aussi. Donc, c'est vraiment 8 rencontres. Puis moi, c'est sûr que j'essaie de faire des activités que les enfants vont vraiment aimer, qui vont faire en sorte qu'ils vont avoir envie de revenir la prochaine fois, venir me voir. C'est vraiment ça, les rencontres enfants. Le but, c'est développer l'autonomie et le goût à l'école. Oui. Fait que les 8 premières, c'est avec les parents et les 8 dernières, non, c'est vraiment une rencontre par enfant, une rencontre enfant, une rencontre par enfant. On varie comme ça tout au long de l'année. Ouais. OK. Ah, c'est bon. Ça joue beaucoup sur la progression aussi de... Exactement. C'est sûr qu'on commence par une rencontre par enfant pour que l'enfant vienne une première fois avec le parent, là, parce qu'après ça facilite pour venir à l'école tout seul. Et là, le service de passe-partout n'est pas offert dans toutes les municipalités. Lesquelles l'offrent? C'est vraiment dans les quand il y a une maternelle dans une municipalité, ça veut dire qu'il va y avoir un groupe de passe-partout. Okay. Ouais, c'est toujours où il y a une maternelle. Puis, exemple pour le secteur de Béarn-Farm, La Tulipe, puis Guérin, secteur nord. À ce moment-là, c'est des maternelles 4 ans maintenant pour ce secteur-là. Donc, à ce moment-là, les gens de ce secteur-là, on n'offre pas de passe-partout, on offre la maternelle 4 ans. Donc, si les parents veulent que leur enfant fasse la passe-partout, ils doivent venir les porter dans une autre municipalité pour le faire. Puis, maternelle 4 ans, passe-partout, est-ce que c'est très différent? Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, c'est très différent parce que la passe-partout, c'est 2 fois par mois que les enfants viennent à l'école. Tandis que la maternelle 4 ans, c'est à tous les jours que les enfants viennent à l'école. Donc, ils commencent l'école. Tandis que la passe-partout, c'est vraiment, ils viennent un petit peu progressivement tout au long de l'année. Puis, par la suite, ils vont commencer la maternelle 5 ans par la suite. Là, c'est vraiment maternelle 4 ans, c'est à tous les jours. Ils viennent à l'école. Puis, le programme de la maternelle 4 ans, le but, c'est vraiment d'offrir des chances égales à tous les enfants qui commencent avec les mêmes connaissances, si on veut, en quelque sorte. Là. C'est sûr, ce ne seront pas quand même... les enfants, ils vont à leur rythme. Là. Puis ensuite aussi, c'est d'assurer le développement global des enfants dans tous les différents domaines. Puis le but aussi de l'enseignante, c'est vraiment d'amener l'élève à avoir du plaisir à apprendre, d'avoir envie l'année prochaine aussi de venir à la maternelle. Oui. Est-ce qu'il y a une limite de nombre de personnes dans les inscriptions? Pour la maternelle, 4 ans, il faut s'informer. Ça dépend des places? Oui, ça dépend des endroits, des différentes Et la passe-partout? La passe-partout, non, il n'y a pas de limite. Là. On prend tout le monde, tous les enfants. C'est bien ça. Oui. Si on y va dans les informations, si on veut avoir des informations, qui qu'on contacte, c'est quoi le numéro de téléphone? Oui, c'est sûr que vous pouvez m'appeler à la commission scolaire. Donc, le numéro de la commission scolaire et mon poste, moi, c'est le 1215. Okay. Ouais. Puis, pour les inscriptions, par exemple, si vous voulez, s'il y en a qui veulent inscrire leur enfant à la maternelle 4 ans, maternelle 5 ans aussi, puis pour la passe-partout, c'est la même chose, la même façon de procéder. C'est les dates, c'est du 8 au 26 janvier que les gens peuvent aller inscrire leur enfant. Puis, c'est de 8h à 16h. Les bureaux, les différents endroits, il y a à la commission scolaire à Ville-Marie.
Ensuite, les gens peuvent se rendre au Carrefour de la Tulipe, à l'école, à Rivière-des-15, à Notre-Dame-du-Nord, puis à l'école Gilbert-Héberge de Témiscamingue. Il faut vraiment se présenter sur place. Sur place pour aller inscrire, aller remplir, dans le fond, le formulaire et tout. Puis je pense que vous l'avez déjà mentionné, mais c'est un service gratuit. Oui, On exactement. le répète. Pour la maternelle 4 ans, c'est la même chose aussi. C'est un service qui est gratuit. Ouais. Parfait. Bien, merci beaucoup d'être venu nous rencontrer aujourd'hui. Bien, merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci. Un vent de changement se déplace sur le Témiscamingue et le porte-parole de l'OBVT, M. Pierre Rivard, s'est donné la charge d'être le nouveau directeur des fermes boréales. Ces fermes, situées à Fugerville et Béarn, sont un projet de développement durable mondial au Québec. Ce modèle de production permet l'économie d'échelle, l'efficience, l'efficacité et surtout la santé des troupeaux pour être en mesure de répondre aux exigences du marché telles que le bien-être animal et la traçabilité. Les fermes boréales s'inscrivent dans une démarche de développement durable, en plus d'assurer une augmentation des retombées économiques tant de la région que de la filière porcine. Les propriétaires des maternités seront les producteurs membres qui voudront faire partie du collectif pour s'approvisionner en porcelet. Sachez que l'industrie porcine est un développement moteur économique très important d'environ 2 milliards de contributions au PIB de la province. C'est aussi une façon de dynamiser l'agriculture au Témiscamingue. De plus, le projet sera rendu possible grâce à un investissement de 50 millions de dollars, une somme considérable qui stimulera l'économie de la région. L'exploitation des fermes boréales entraînera aussi la création d'une 50aine d'emplois directs et de nombreux emplois indirects, notamment pour la construction. Une contribution importante à la vitalité de l'économie locale. Le projet est conçu de manière à assurer une cohabitation harmonieuse avec la population. Les différents bâtiments seront installés dans des lieux choisis avec soin afin de répondre aux normes de gestion, notamment en matière d'odeur. Ils seront à l'écart dans des endroits boisés ou ceinturés des haies brise-odeur. Nous sommes allés rencontrer le nouveau directeur Pierre Rivard pour qu'il nous parle un peu de son état vis-à-vis de son nouveau poste. Voici l'entrevue. Alors, notre rencontre d'aujourd'hui se trouve à être M. Pierre Rivard pour discuter de sa nouvelle position en tant que directeur des fermes boréales. Donc, bonjour Pierre. Bonjour. Donc, pour commencer, comment vous vous sentez vis-à-vis de votre nouvel engagement? Je me sens très motivé, très engagé dans ce nouveau défi. Je me sens un peu anxieux aussi. C'est sûr que c'est un mandat qui est quand même beaucoup plus large que ce que je faisais auparavant. C'est quand même une grosse entreprise et puis qui va demander certainement beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts et beaucoup d'engagement de ma part. Alors c'est sûr que je suis motivé pour ce type de poste-là. J'ai beaucoup à apprendre encore. Oui. Alors, mais c'est un grand défi. Oui. Et j'aime les défis. Alors, c'est sûr que c'est un des éléments de motivation que je trouve intéressant. Ça tombe bien. Oui, effectivement. Donc, si, admettons, on parle un peu de les tâches en général d'un directeur des fermes boréales, qu'est-ce que c'est exactement? Ce serait, en fait, c'est comme si j'étais propriétaire d'une très grosse ferme avec plus de 40 employés et puis des coordonnateurs, des gérants de ferme, des responsables de l'élevage, etc. Alors, c'est sûr que ce sont toutes les tâches que vous avez à réaliser sur une ferme, sauf que c'est pas moi qui va faire ces tâches-là. Mais comme directeur, je dois m'assurer que j'ai suffisamment d'employés, que ce sont les bons employés qui sont à la bonne place. Je dois m'assurer que toutes les tâches qui doivent être réalisées pour le bon fonctionnement de cette entreprise-là soient faites à temps. Ça me demande beaucoup de planification. C'est beaucoup d'animaux à gérer. Et puis, on a beaucoup de partenaires aussi pour les fermes boréales. Alors, c'est sûr que c'est de m'assurer que ces partenaires-là ont les informations coulent bien, puis on est en bon contact de façon continue pour bien répondre aux besoins de tout le monde. C'est beaucoup de gestion de plusieurs sphères très différentes. Gestion de personnel, gestion d'animaux, gestion de l'administration. Gestion médicaments. Alors, il y a beaucoup de gestion à faire. Il faut s'assurer que toute cette gestion-là se fait de façon adéquate,
on manque de rien, jamais. Et puis, et de l'autre côté, ben, c'est aussi de trouver les meilleurs fournisseurs, de trouver aussi les meilleures personnes qui peuvent nous donner les services, s'assurer que le service va être bien rendu auprès des fermes boréales. Enfin, j'en passe, là, mais on comprend que c'est à peu près tout ce que un propriétaire de ferme ferait normalement, mais avec plusieurs unités d'élevage qui ont des fonctions, certaines ont des fonctions similaires, d'autres ont des fonctions fort différentes. Alors, c'est d'axer tout ça là, pour une bonne productivité, une bonne santé des animaux, une bonne santé aussi de notre personnel, une bonne sécurité de notre personnel et qu'il soit bien encadré dans tout ça. OK. Donc là, vous avez mentionné que votre nouvelle position, vous allez vous apporter un beau défi qui vous motivait beaucoup. Mais dans toutes ces tâches que vous venez d'énumérer, quel serait le plus gros défi, le ou les plus gros défis à relever dans ce milieu de travail-là? Un des gros défis à relever, c'est sûr que c'est les ressources humaines. On parle partout au Québec que c'est le défi actuel, c'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup de main-d'œuvre disponible. Nous, on demande une main-d'œuvre qui est assez spécialisée. On peut faire une partie de la formation en entreprise, mais il faut que ces gens-là soient aussi relativement bien formés. Et puis, il faut les recruter, il faut bien les choisir. Et après ça, il faut les conserver, il faut les garder dans l'entreprise, et leur permettre de croître dans cette entreprise-là et puis d'améliorer constamment leurs compétences. Alors, c'est un grand défi. J'ai quand même quelqu'un qui m'aide de ce côté-là. J'ai quelqu'un en ressources humaines qui va m'appuyer. Et puis, nous, dans le fond, on a du personnel aussi qui sont basés à Saint-Hyacinthe, chez Olimel, et qui sont destinés aussi à nous appuyer dans notre travail quotidien. OK. Ah oui, ça doit être assez... déjà, une ferme, c'est un roulement qui n'arrête jamais. D'essayer, au travers de ça, de trouver de la main-d'œuvre. C'est encore de la gestion, beaucoup. Oui. Et puis, à quoi ressemble une journée normale dans la vie d'un directeur aux fermes boréales? Là, c'est difficile à dire parce que ça fait seulement ma deuxième semaine. Et puis, disons qu'en rentrant dans ce poste, j'ai beaucoup à apprendre. Alors, je dirais que les premières semaines, ça va être beaucoup dans l'apprentissage. Rencontrer le personnel, discuter avec eux, apprendre à les connaître, puis à travers tout ça, apprendre toutes les différentes facettes du métier d'animalier, de personnel à l'entretien, de coordonnateur, de gérant de ferme, de responsable de ferme. Alors, je dois tout avoir assez bien maîtrisé les tâches et les cadres de chacun dans leur tâche quotidienne. Se familiariser. Oui, pour être en mesure, dans le fond, d'avoir la bonne information pour ensuite avoir une bonne idée de façon globale de ce qui est requis pour faire fonctionner toutes les unités des fermes boréales. Mis à part ça, ça va être beaucoup de contact avec les autres partenaires, beaucoup de communication, beaucoup de planification pour avoir, dans le fond, par exemple, les aliments juste à temps, les médicaments juste à temps, les différents intrants. Et aussi organiser tous les transports d'animaux. Étant donné qu'on gère beaucoup d'animaux, il y a beaucoup de transports qui doivent être gérés. Ces transports-là, ça peut être ici régionalement, à travers nos différents bâtiments, mais c'est aussi des transferts d'animaux pour nos autres partenaires qui sont dans le sud de la province. Ah oui, ça bouge beaucoup. Oui. Et est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous espérez réaliser avec les fermes boréales? Peut-être plus sur le plan psychologique, dans les défis que vous avez mentionnés? Quand peut-être justement celui de la main-d'œuvre, une fois que vous l'aurez accompli, ça va être une certaine satisfaction. Est-ce qu'il y a un défi que vous allez être vraiment satisfait, que vous aimeriez atteindre?
En fait, le grand défi, c'est c'est de réussir à atteindre les objectifs qui sont très ambitieux. Et qui, ces objectifs-là, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté l'emploi aussi. Dans le fond, ce que je trouvais intéressant des fermes boréales, c'est qu'ils sont très avant-gardistes. Ce sont des... c'est une coopérative, dans le fond, qui met de l'avant toutes les facettes du développement durable, c'est-à-dire l'environnement, la responsabilité sociale et le secteur économique. Alors, les 3 piliers du développement durable, dans le fond. C'est très avant-gardiste pour une entreprise. Ensuite de ça, pour la coopérative, le bien-être animal est extrêmement important. Alors, on utilise le moins possible d'antibiotiques. On va s'assurer que les fermes sont parfaitement saines, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bactéries, de microbes, de virus qui peuvent se transmettre à l'intérieur des fermes. Alors, c'est très, très strict. C'est ce qu'on appelle la biosécurité. Et puis, l'ambition des fermes boréales, c'est tout simplement d'être les meilleurs producteurs là, de porcelets au Canada. Alors, ce sont des maternités, on produit que des porcelets. Si on veut être les meilleurs, il faut prendre les moyens pour le devenir, pour y arriver. C'est sûr que faut se donner les moyens, il faut se donner le temps. Et tout ça, ça entre dans un cadre qui est quand même assez complexe. Et puis, ça fait beaucoup de facettes là, à réfléchir, respecter et aussi bâtir. Il y a quand même plusieurs éléments à bâtir. Tout ça, c'est assez nouveau. Et puis, ça part d'idées qui sont originales, mais qui sont supportées par beaucoup de personnes qui sont très experts dans le domaine. Et si on parle de votre première journée de travail, qui remonte à pas si longtemps que ça, qu'est-ce qui vous a le plus surpris positivement peut-être dans votre première journée de travail en tant que directeur? En fait, la première journée de travail, c'est peut-être pas celle que je voulais raconter, mais plus la deuxième. La première journée était un peu petite, mais la deuxième où là, j'ai commencé à rencontrer les équipes et puis j'ai visité les différentes fermes. Ce qui m'a vraiment impressionné dans les fermes, c'est la grandeur. C'est sûr que ça, c'est des grandes unités. Il y a beaucoup d'animaux. Et puis, ça fonctionnait rondement, c'est-à-dire les employés, tu voyais qu'ils étaient évacués à leurs occupations, pardon. Mais tout le monde savait très bien ce qu'ils avaient à faire. Et ça fonctionnait rondement. C'était assez impressionnant. Ah oui. Ouais. Et puis, comment ça se passe, le développement dans les fermes boréales? J'imagine que ça se passe bien, vu qu'ils sont avant-gardistes, que le roulement fonctionne. Il y a plusieurs fermes un peu partout. Donc, si on y va dans une réponse courte, est-ce que ça va bien, les fermes boréales? Oui, ça va très bien. Dans le fond, la planification qui avait été réalisée au départ suit les échéanciers. La 3e maternité porcine est maintenant construite. On s'apprête à débuter la construction de la 4e. La première phase, c'est 5 maternités porcines. Alors, la 4e devrait débuter au printemps prochain. Et puis, on s'attend à avoir la 5e là, complétée pour 2019. Alors, ça se passe très bien. Et puis, là, c'est sûr qu'on est en rodage présentement. Et puis, je ne pourrais pas vous donner de résultats ou des chiffres là, pour l'instant, mais tout semble bien fonctionner. OK. Et là, vous avez mentionné que c'était un nouvel emploi. Donc, précédemment, vous étiez avec l'OBVT. Dans le fond, comment vous vivez ce changement? À quel point c'est différent, les 2 postes? Et aussi, comment ça se passe pour trouver un nouveau directeur? Est-ce que vous avez le droit de nous dire si les recherches sont terminées, si ça va bien, si vous l'avez trouvé? Bon, on va commencer par comment ça se passe, le transfert entre les deux emplois. Ça se passe bien présentement. C'est sûr que le nouvel emploi,
je vais sortir beaucoup du domaine public, c'est-à-dire qu'à l'organisme de bassin versant du Témiscamingue, j'avais un rôle public, j'avais un rôle de porte-parole de l'organisation. Alors, c'est sûr que... On vous verra plus. Beaucoup moins, là, c'est sûr, parce que j'avais une chronique environnementale tous les mois à CKVM. J'avais aussi beaucoup on faisait beaucoup de communiqués de presse pour informer les gens sur différentes situations, différentes lois au Québec. Et puis là, c'est sûr qu'en étant directeur d'une coopérative, cet aspect-là, public, disparaît beaucoup. On va quand même avoir des apparitions publiques, mais qui vont être seulement destinées là, au développement des fermes boréales. Ça va être beaucoup plus ciblé, donc beaucoup moins fréquent. Alors, ce côté-là, c'est sûr que c'est un côté que j'aimais, mais bon, c'est le cadre d'emploi qui l'exige. Oui. C'est sûr que ça va être un autre intérêt pour ce cadre d'emploi-là, ce nouveau cadre d'emploi-là. Et puis, nos recherches vont très bien pour me remplacer. On ne peut pas annoncer tout de suite là, qui va me remplacer. Il y a encore quelques, disons... démarches avant... Démarches administratives, là. Mais on a trouvé une très bonne personne pour me remplacer. Vous allez le savoir assez tôt. Prochainement. OK, ouais. Parfait. C'est bon. Bien, merci beaucoup d'être venu me rencontrer aujourd'hui. Que bonne continuité dans ce nouveau travail et dans ces nouveaux défis. Mais merci beaucoup. Les Pirates de Ville-Marie ont humilié l'équipe des Spartans d'Almaguin avec 10 buts acheminés durant la soirée contre 0 de la part des Spartans, faisant ainsi le premier blanchissement de Jean-Mathieu Ouellette, le gardien de but. Les Spartans, qui sont la première division nord de la région lors de leur affrontement du GMHL, ce qui rend les joueurs encore plus fiers après cet affrontement. Même le joueur Justin Lemieux a fait son tour du chapeau durant ce match. Voici le reportage de cette soirée du samedi 19 janvier. Ce reportage vous est présenté par Desjardins, fier de contribuer à la fougue du hockey au Témiscamingue. C'est donc une victoire convaincante des Pirates, 10-0 contre les Spartans d'Almaguin, pourtant une puissance de la GMHL. Dans la victoire, tous les joueurs ont contribué au pointage. À souligner les 3 buts de Justin Lemieux et 2 buts pour le nouveau venu, Gibbons. Donc avec Justin Lemieux, qui a effectué un tour de chapeau ce soir, une autre belle performance. Une victoire de 10-0. Comment tu as vu le match, Justin, ce soir? Honnêtement, j'ai trouvé que c'était un de nos plus beaux matchs de l'année. Toute l'équipe était ensemble. Gibbons, le nouveau, il a fait sa place. Benjamin Girard fait une coupe de game avec nous autres, il s'est inscrit à marque, puis toute l'équipe était ensemble. Alain nous encourageait, il était avec nous autres, puis on est tous restés serrés. Puis du début jusqu'à la fin du match, ça a vraiment bien été. Et justement, une performance de 10-0 contre les Spartans, qui est vraiment une grosse équipe. Je pense que ça lance le mot à travers la Ligue que les Pirates, c'est une équipe qui sont là pour compétitionner, une équipe qui aspire aux grands honneurs. Ouais, nous, dans le fond, notre but à toutes les pratiques, à toutes les fois qu'on est ensemble, qu'on soit hors glace sur les pratiques, au game, on y va tout le temps à fond, puis on y va pour aller jusqu'au bout d'une série, puis gagner la coupe, puis la ramener à VM. Aussi à signaler le jeu blanc de Jean-Mathieu Ouellette, qui a été solide à plus d'une occasion. Bien, écoute, je pense que notre équipe, mon équipe a vraiment été derrière moi parce que normalement, ils ont beaucoup plus d'opportunités offensives en 5 contre 5. Puis on a été plus disciplinés ce soir, fait que leur chance de marquer, ça a surtout été en désavantage numérique. Puis j'ai réussi à faire les arrêts clés à ces moments-là. Là aussi, je pense qu'ils vont pas dire que c'est un statement à travers la Ligue. Là, les gens vont voir ça demain. Les Pirates 10-0 contre Almaguin. Je pense que c'est un statement que vous faites à travers la Ligue. Montrer que les Pirates, là, vous êtes là pour vrai, là, vous n'êtes pas un feu de paille. Là. Ouais, ben, je pense que là, le monde commence à nous craindre un peu. Là. Les Pirates, ils se rendent compte que quand ils viennent ici, ils ont des bonnes chances de jouer du bon hockey et tout ça. Puis on commence à s'imposer plus dans la Ligue. Puis je pense que les équipes le savent.
Les Spartans, plus gros physiquement, ont tenté de sortir des Pirates physiquement, mais les Pirates n'ont pas bronché. Nicolas Belrose a été plusieurs fois rudoyé, mais a tout de même démontré beaucoup de courage. Donc, avec Alain Mercier, entraîneur-chef des Pirates, M. Mercier, une victoire convaincante de 10-0 ce soir. Comment vous avez évalué justement la performance de votre équipe ce soir? La performance de l'équipe a été excellente sur tous les niveaux, soit défensif, on a payé le prix, on a fait des sacrifices, on a été opportuniste, on a eu de l'offensive. Écoute, c'est un de nos meilleurs matchs, une très bonne préparation. On a pratiqué fort toute la semaine, puis on se prépare pour les séries, puis on voulait envoyer un message comme quoi on s'en vient. Justement, parlons-en de ce message-là. Demain, les autres équipes vont voir ça, 10-0 Ville-Marie contre les Spartans, qui est quand même une puissance. Je pense que justement, à travers la Ligue, ça va se parler. C'est un statement que les Pirates, vous êtes là pour vrai, là. C'est sûr, il faut faire attention avec les résultats parce qu'il ne faut pas... c'est terminé. 10-0, on est content, on est fiers de tout ça, mais là, il faut oublier ce game-là. Il faut recommencer à chaque match, se présenter à chaque match, puis pas embarquer, s'emballer, puis oui, on est haut, on est fort, on est bien, mais non. Il faut regarder, profiter de ce match-là, puis maintenant, c'est terminé, on repasse à l'autre. Vous avez ajouté aussi de la profondeur, Givens et Dubois qui sont ajoutés maintenant aux Pirates. Vous peut-être nous parler de leur match ce soir, puis qu'est-ce qu'ils vont apporter à l'équipe selon vous? Bien, un joueur comme Givens, il va amener de l'offensive, il va créer beaucoup de choses. C'est un joueur inventif. C'est un petit gars qui va, quand il y a un homme, un joueur qui est disponible, c'est sûr qu'il va avoir la rondelle. On ne l'a pas pris pour ses qualités physiques, on l'a pris pour ses qualités offensives et défensives. Parce que sur le piqué, il a coupé 2-3 jeux, il est vraiment intelligent, il fait des belles choses. Puis Dubois, lui, par contre, il va nous amener de la vitesse, avoir du temps, offensif, défensif également. Puis c'est un joueur qui est capable de jouer physique. C'était Francis Prudhomme pour TV Témis. Desjardins est fier de vous avoir présenté ce reportage des Pirates de Ville-Marie. Desjardins, là pour contribuer au mieux-être des individus et des collectivités. Des restaurateurs du Témiscamingue se tournent vers les plats minutes pour conserver leur offre de services et pallier au manque de main-d'œuvre. Le propriétaire du caféier Boustifo de Ville-Marie était confronté à deux choix, fermer son service de restaurant ou se tourner vers les repas minutes. Benoît Dessureau a choisi la deuxième option. Depuis plusieurs années, il rencontre des problèmes de recrutement de main-d'œuvre. Aujourd'hui, il assure seul la gestion et le service dans son commerce. C'est pourquoi il a diminué ses heures d'ouverture et qu'il s'est tourné vers les repas minutes. Donc, il offre maintenant des sandwichs et des salades pour emporter ou pour manger sur place. Ces repas sont préparés à l'extérieur de sa cuisine. Benoît Dessureau explique que l'idée est financièrement bénéfique pour lui. Même s'il a perdu les revenus de la nourriture, il a créé un service important dans son offre de service global. Ceci étant dit, chez Eugène, la pénurie de main-d'œuvre a été vue comme une opportunité. Habituée de fermer ses portes l'hiver, entre autres en raison du problème de main-d'œuvre, la chef propriétaire du restaurant Marie-Josée Morin s'est inspirée de la nouvelle tendance des boîtes à cuisiner pour offrir ce service à la population du Témiscamingue. Via le service Eureka, c'est elle qui approvisionne le caféier. Le plat est déjà prêt, il suffit de le dégeler et de le réchauffer et c'est prêt à manger. Les deux propriétaires sont d'avis qu'il faut diversifier l'offre de services pour maintenir le cap. Jeudi 11 janvier dernier se tenait une annonce venant du ministre Luc Blanchette concernant le pont de Grassy Narrows situé à Moffett. En effet, ce pont, érigé en 1940 qui devait relier Rouyn-Noranda à Moffett, sera démantelé prochainement. Tous les coûts concernant le démantèlement des vestiges seront assumés par Québec. De quoi faire plaisir à la communauté qui voyait le haut risque de danger de ce pont pour sa structure brisée, mais aussi pour les dépôts de bois dans l'eau, ce qui était mauvais pour l'environnement. Sans parler du danger pour les embarcations qui pouvaient se promener autour. La conception du projet devrait être complétée à l'automne 2019. Après avoir été reconnue la ville la plus belle, Ville-Marie pourrait encore devenir plus saine. Le responsable de ce comité municipal, la conseillère Adèle Beauregard, entend d'abord être à l'écoute des personnes qui souhaiteraient s'y impliquer. L'idée est de rassembler les citoyens préoccupés par l'environnement et par la qualité de vie. Souvent, les gens aimeraient faire des choses, mais ne savent pas comment ou même comment y arriver tout seul. En réunissant ces gens, des actions concrètes peuvent être proposées et avoir un impact au niveau de la ville. Selon Mme Beauregard, l'exemple de la Scandinavie, ce milieu de vie où les gens se préoccupent les uns des autres et où ils se préoccupent de l'environnement, de leur milieu de vie de tous et chacun, pourrait être transposable à Ville-Marie. Selon l'article de Lucie Charret dans le journal La Frontière, Ville-Marie serait en mesure de devenir un milieu où les gens s'établissent à cause du milieu de vie, de milieu sécuritaire pour les familles et où on respecte les gens et l'environnement. Des gens qui se prennent en main pour améliorer leur qualité de vie, c'est toujours gagnant et ça permet également d'enlever une pression sur le système de santé qui est déjà surchargé.
Avant même la mise en œuvre de ce comité, Adèle Beauregard s'était prononcée sur des enjeux qui la préoccupaient, tels que le respect des traverses piétonnières à Ville-Marie et la quantité titanesque de bouteilles d'eau utilisées, alors que la ville investit déjà beaucoup d'argent dans la qualité d'eau offerte à sa population. Si vous êtes intéressé à faire partie de ce comité, vous avez jusqu'au 26 janvier pour signifier votre intérêt. Vous pouvez téléphoner au 819-629-2881, poste 101. Aïcha et Nadège invitent les femmes et leurs enfants à un souper et une soirée sous le thème des femmes d'Afrique et diversité. Jeudi 25 janvier à 17h30 au Centre des femmes du Témiscamingue, au 28 Notre-Dame-de-Lourdes à Ville-Marie. Vous devez réserver au 622-0111, 622-0111 parce que les places sont limitées et c'est gratuit. Le comité organisateur a dévoilé le nom de son porte-parole en vue de la finale régionale des Jeux du Québec qui aura lieu du 26 au 28 janvier. Il s'agit du karatéka Alexandre Saint-Arnaud. Pour le jeune homme, c'est un grand honneur puisqu'il a été reconnu grâce aux Jeux du Québec et qu'il a même remporté le titre d'athlète par excellence. Le comité organisateur promet une cérémonie d'ouverture haute en couleurs, lumineuse et de qualité presque olympique. Un dossier à suivre. Une bonne nouvelle du côté de la communauté entrepreneuriale et commerçante du Témiscamingue. La mise en place d'un programme d'achat local est maintenant présentée. Le programme se présente comme une plateforme qui pourrait être offerte aux commerçants et entrepreneurs membres de la CCTA gratuitement pendant 12 mois. Il est à noter que c'est grâce à cette entente entre les deux parties que le programme pourra aussi être offert aux membres de la CCTK. Tous les partenaires ont d'ailleurs souligné le symbolique d'un Témiscamingue uni à travers cette entente historique entre les deux chambres. Les formalités et spécificités seront expliquées aux entrepreneurs le 6 février prochain. La plateforme en question se servira du service de Freebies, un système de rabais et ristournes inventé par le Rouyn-Norandien Ken Villeneuve. Les consommateurs auront le choix d'utiliser une carte personnalisée au programme d'achat local. Après avoir adhéré au programme, ils pourront bénéficier de rabais ou ristournes en argent réel chez les commerçants participants. Pour ces derniers, la mise en place de la plateforme sera chapeautée directement par les chambres de commerce respectives. Stable, éprouvée et fonctionnelle, en plus de fidéliser leur clientèle, le tout offrira aussi une intelligence d'affaires grâce à la possibilité de promotion ciblée. Bref, un projet d'envergure qui s'annonce bien. Saviez-vous que la MRC de Témiscamingue a réduit son nombre de déchets de 1300 tonnes par année depuis 6 ans? En janvier 2012, la MRC devenait la première dans la région à se lancer dans le compostage. Même si plusieurs citoyens ont pris de bonnes habitudes quant à leur tri de matières résiduelles, la MRC constate qu'il y a encore du travail à faire. Au total, c'est 170 000 $ par année qui seront économisés grâce à la réduction des matières à enfouir. Cependant, la direction du Centre de valorisation du Témiscamingue, Cathy Pellerin, estime que les citoyens doivent mettre encore des efforts. Malheureusement, il y a encore des contaminants dans le compost, principalement au niveau des sacs. Parfois, les gens se trompent et mettent des sacs de plastique au lieu de sacs compostables. La MRC prévoit relancer une nouvelle campagne d'information et d'éduquer sur le tri de matières résiduelles en 2018. Depuis 2 ans, elle embauchait des inspecteurs pour vérifier le contenu des bacs. Ainsi, des billets de courtoisie étaient donnés à la population pour sensibiliser à faire plus attention. Mais si ça continue, il pourrait bien y avoir des amendes de remis. Les élus souhaitent à présent implanter leur propre incinérateur à déchets puisque nos déchets sont envoyés à Rouyn-Noranda. Le Conseil des maires font de ce dossier une priorité en 2018. Des œuvres de Frank Paulson, un artiste Anishinaabe de Wanowe au Témiscamingue, ont été immortalisées sur une collection spéciale de la monnaie royale canadienne. La série « Les 13 enseignements de Grande-Mère Lune » est tirée à 4000 exemplaires seulement. Frank Paulson est heureux de la visibilité que va lui apporter cette collection de monnaie. Il a été choisi par la Royal Canadian Mint à Ottawa pour faire les 13 lunes. Par ailleurs, son exposition « Les 7 grands-pères » est présentée à la Maison de la culture de Lassar jusqu'au 25 février 2018. Le nombre d'appels reçus pour des problèmes d'eau gelée dans des résidences du Témiscamingue a augmenté et risque d'augmenter encore si la neige ne recouvre pas le sol adéquatement. Selon un puisatier et un plombier, Yvon Lefort, propriétaire de Plomberie Lefort à Ville-Marie, affirme avoir vu les cas d'eau gelée augmenter de près de 30 % au début du mois de janvier.
Dès qu'il y a une infiltration d'air ou que le sous-sol des résidents n'est pas suffisamment chauffé, il y a ce risque. Cette année, Yvon Lefort a reçu autant d'appels pour des problèmes de conduite gelée en milieu urbain qu'en milieu rural. Le propriétaire de Chez les Puits du Témiscamingue, Nicole Lapierre, explique à la journaliste Lucie Charret dans un article de La Frontière que ce phénomène ne s'était pas produit depuis 3 ans. Quand il fait des froids extrêmes et qu'il y a des redoux, ça fait descendre la gelée dans le sol, donc tout ça est à surveiller de très près. À la suite du cri de détresse lancé récemment par les infirmières de la région, la haute direction du Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue a tenu à rassurer la population. La qualité des soins ne sera pas en péril. Oui, le personnel est fatigué et certains secteurs subissent de la pression et une hausse de charge de travail, mais cependant, des gestes sont posés pour stabiliser la continuité dans les soins et services. Durant une rencontre avec le FIQ syndicat interprofessionnel en soins de santé, 60% des membres avaient exprimé le désir de possiblement quitter leur emploi en raison de la dégradation de leurs conditions de travail. Le vieillissement de la population, les emplois à temps partiel et les retraites sont les raisons principales de ces charges de travail élevées depuis 1 an. Ils ont une petite équipe de médiation en résolution de conflits qui donne de très bons résultats. Avec une main-d'œuvre plus restreinte, ils doivent utiliser pour le mieux les employés dont ils disposent. Voilà ce qui complète InfoTémis. Nous vous rappelons que les festivités du carnaval de Lorrainville commenceront dès le 25 janvier jusqu'au 27. Les billets de spectacle sont en vente chez IGA Boutin, Air Lorrainville et à l'Intro Musique de Ville-Marie. Au nom de l'équipe complète de TV Témis, nous vous souhaitons une excellente semaine. Merci beaucoup. Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.